Nous vivons dans un monde de gadgets infinis. Tous éblouissants, mais tous intrinsèquement fragiles. On nous a conditionnés à croire que l'histoire est une affaire réglée, que nos ancêtres étaient primitifs, taillant lentement la pierre avec des outils rudimentaires, que le progrès est une ligne droite menant directement à nous. Mais que se passe-t-il lorsque cette ligne se brise? Que reste-t-il lorsque les batteries meurent et qu'il n'y a nulle part? Le mécanisme est d'une simplicité brillante. Une vis hélicoïdale à l'intérieur d'un tube incliné capture de petites portions d'eau à chaque tour, les poussant progressivement vers le haut. L'angle optimal, découvert après des siècles de perfectionnement, se situe entre 30 et 40 degrés, avec une efficacité énergétique d'environ 30%. Cela peut ne pas sembler impressionnant selon les normes modernes, mais considérez ceci. Elle a fonctionné en continu pendant des millénaires, sans entretien complexe. Pas de pièces mobiles à casser, pas de joints à remplacer, pas d'électronique à tomber en panne. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Les ingénieurs de l'Antiquité ne sont pas tombés sur cette conception par hasard. Ils l'ont affinée par des expérimentations systématiques. Différentes civilisations ont développé des variantes. Les Égyptiens utilisaient des vis en bronze pour les travaux de précision, tandis que les Romains les ont adaptées à des projets de drainage massif. Des preuves archéologiques de Pompéi montrent des conceptions de vis standardisées, suggérant qu'ils avaient établi des spécifications d'ingénierie bien avant la fabrication moderne. Voici le rebondissement qu'Archimède n'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, nous avons inversé son invention. Les centrales hydroélectriques modernes utilisent des vis d'Archimède géantes, où l'eau s'écoule vers le bas à travers la spirale, faisant tourner des turbines qui génèrent de l'électricité propre. C'est particulièrement efficace pour les installations à faible chute, de moins de 6 mètres. Mieux encore, c'est respectueux des poissons. La vie aquatique passe à travers sans dommage, ce que les turbines conventionnelles ne peuvent pas garantir. Dans un monde en quête désespérée d'énergie durable, cette conception vieille de 2200 ans connaît une renaissance. Construire pour l'éternité. Pendant que nous examinons le génie de l'ingénierie romaine, voici un secret qui fait honte à notre construction moderne. Les structures en béton romain d'il y a 2000 ans défient encore les tremblements de terre et les vagues de l'océan, tandis que nos bâtiments modernes s'effritent en quelques décennies. Les Romains ont découvert quelque chose que nous commençons à peine à comprendre. Ils ont créé du béton autoréparant. Leur ingrédient secret était la cendre volcanique du Vésuve, qui créait une réaction chimique qui répare littéralement les fissures dès qu'elles se forment. Lorsque l'eau de mer pénètre dans une fissure, elle réagit avec les minéraux volcaniques pour créer de nouveaux cristaux qui scellent les dommages. C'est de la nanotechnologie qui se produit naturellement. Une analyse récente montre que le béton romain devient plus fort avec le temps, pas plus faible. Les inclusions de chaux qu'ils y mélangeaient agissent comme des réservoirs microscopiques d'agents de guérison, activés par l'infiltration d'eau. C'est de l'ingénierie durable à son meilleur, utilisant des matériaux locaux pour créer des structures qui s'améliorent avec l'âge. Mais les Romains ne se sont pas arrêtés là. Ils ont développé différentes formulations de béton pour différents usages. Un béton à base de pierre ponce plus léger pour la construction de dômes, un béton volcanique plus dense pour les fondations sous-marines et un béton de basalte ultra résistant pour les fortifications militaires. Chaque formule était précisément calibrée pour son usage prévu, montrant un niveau de science et des matériaux que nous essayons encore de comprendre pleinement. Comparez cela au ciment Portland moderne, qui commence à se détériorer immédiatement
et nécessitent un entretien constant. Les Romains construisaient pour l'éternité. Nous construisons pour les marges de profit et l'obsolescence programmée. Dans notre crise climatique, où la construction représente près de 40% des émissions mondiales de carbone, le béton romain offre une feuille de route vers une construction durable qui s'améliore réellement avec le temps. Le pouvoir de la friction parfaite. Pendant des siècles, l'image de la construction des pyramides a été dominée par une chose, la force brute. Mais cette image est incomplète. Le vrai secret n'était pas seulement le nombre d'hommes tirant sur les cordes, c'était une maîtrise subtile, presque invisible, de la physique qui a réduit considérablement l'énergie nécessaire à la tâche. L'outil était le traîneau, mais le secret était l'eau. Une célèbre peinture de la tombe de Djehuti-Hotep, vers 1900 avant notre ère. J.C. montre clairement un homme à l'avant d'un traîneau versant un liquide sur le sable sur son chemin. Pendant des années, on a pensé que c'était purement cérémoniel. Mais en 2014, des physiciens de l'Université d'Amsterdam l'ont testé. La science derrière cela est fascinante. En ajoutant juste la bonne quantité d'eau au sable, le frottement de glissement est réduit jusqu'à 50%. L'eau forme de minuscules ponts capillaires entre les grains de sable, les faisant adhérer les uns aux autres et créant une surface ferme et lisse sur laquelle le traîneau peut glisser. C'est la même raison pour laquelle on peut construire un château de sable solide avec du sable humide, mais pas avec du sable sec. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie de précision. Trop peu d'eau et rien ne se passe. Trop et vous créez une boue qui aggrave les choses. Les Égyptiens ont trouvé le juste milieu par des expérimentations systématiques. Ils ne tiraient pas aveuglément, ils modifiaient activement le sol sous leurs pieds, transformant leur plus grand obstacle, le sable, en leur plus grand allié. Des preuves archéologiques récentes suggèrent qu'ils sont allés encore plus loin. Des traces de graisse animale ont été trouvées sur certains patins de traîneau, indiquant qu'ils combinaient la préparation du sable avec de l'eau et une lubrification primitive. Ils ont également développé des patins en bois spécialisés avec des courbures spécifiques qui répartissaient le poids plus efficacement. C'était de l'ingénierie de transport complète, pas un simple traînage par la force brute. Expérimentez vous-même la physique antique, DIY. C'est ici que la théorie rencontre la pratique. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment les ingénieurs de l'Antiquité multipliaient la force humaine grâce à l'avantage mécanique. Maintenant, je vais vous montrer comment expérimenter ce génie romain par vous-même en utilisant des matériaux de n'importe quelle quincaillerie. Vous aurez besoin de 3 simples poulies, 6 mètres de corde en nylon, 2 crochets robustes et un poids de test de 10 à 15 kg. Le principe est élégant. Chaque poulie double votre force de levage, mais divise par 2 votre vitesse. Avec 3 poulies disposées correctement, vous soulèverez 40 kg en appliquant une force de seulement 10 kg. Voici l'installation. Montez une poulie en haut. Attachez-en une à votre poids et utilisez la 3e comme poulie mobile. Passez la corde du point fixe à travers la poulie du poids, puis vers le haut à travers la poulie supérieure, redescendez à travers la poulie du poids et enfin vers vous. Cela crée ce que les Romains appelaient un palan composé, plusieurs avantages mécaniques travaillant ensemble. Lorsque vous tirerez, vous vivrez quelque chose de remarquable. Ce poids lourd montera doucement, presque sans effort. Vous ne soulevez pas seulement un objet, vous expérimentez la même physique qui a construit le Colisée, le Panthéon et d'innombrables monuments romains qui sont encore debout aujourd'hui. Mais voici ce qui rend cette expérience vraiment précieuse. Elle révèle à quel point nous sommes devenus dépendants d'une technologie complexe.
Ce système n'a besoin ni d'électricité, ni d'hydraulique, ni de matériaux rares. Il fonctionne aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Lorsque les systèmes modernes tombent en panne lors de pannes de courant, de catastrophes naturelles ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ces principes fondamentaux restent constants. Les ingénieurs de l'Antiquité ont compris quelque chose que nous avons oublié. La technologie la plus fiable est souvent la plus simple. Pas de mise à jour de firmware, pas d'obsolescence programmée, pas de dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Juste la physique appliquée intelligemment, dompter les éléments. Bien avant la révolution industrielle, les sociétés anciennes ont appris à capturer et à exploiter la puissance brute de la nature. Le moulin à eau représente l'un des premiers pas de l'humanité vers la production automatisée, libérant les gens du travail manuel éreintant. Alors que beaucoup imaginent les moulins à eau dans l'Europe médiévale, leurs origines remontent bien plus loin. L'ingénieur romain Vitruve a décrit des moulins à engrenages sophistiqués vers 40 avant. J.J.S. et les Grecs avaient probablement des versions plus simples encore plus tôt. Le poète grec Antipatros de Thessalonique a écrit une ode au moulin à eau, le louant pour avoir libéré les femmes du travail épuisant de moudre le grain à la main. Les Romains les ont déployés dans tout leur empire pour bien plus que la production de farine. Les archéologues ont découvert d'énormes complexes industriels, comme Barbegal en France, une cascade de 16 roues à aubes que les historiens appellent la plus grande concentration de puissance mécanique connue dans le monde antique. Ces installations traitaient tout, du grain au textile, en utilisant des trains d'engrenage sophistiqués pour convertir le flux linéaire de l'eau en force de rotation à des vitesses optimales. Mais la véritable innovation résidait dans leur compréhension de l'efficacité énergétique. Les concepteurs de moulins romains calculaient les diamètres de roues optimaux, les angles des pales et les rapports d'engrenage pour extraire une puissance maximale du débit d'eau disponible. Ils ont développé des roues par le dessus pour les installations à haute chute et des roulés par le dessous pour les rivières, à fort courant mais faible dénivelé. Chaque conception était mathématiquement optimisée pour son environnement spécifique. Quand les rivières n'étaient pas disponibles, la solution venait du ciel. Les ingénieurs perses, vers le 7e siècle de notre ère, ont développé les premiers moulins à vent pratiques. Contrairement aux conceptions hollandaises familières, il s'agissait de moulins à axe vertical qui ressemblaient à de gigantesques portes tournantes, spécifiquement conçues pour les paysages arides où l'eau était rare, mais le vent constant. En Europe du Nord, le moulin à vent a évolué indépendamment, adaptant les mêmes principes de multiplication par engrenage utilisés dans les moulins à eau. Mais les moulins à vent européens ont ajouté des innovations cruciales, des voiles réglables qui pouvaient être inclinées pour différentes vitesses de vent et des systèmes d'orientation automatique qui maintenaient le moulin face au vent. Ce n'étaient pas seulement des outils, c'étaient des exemples sophistiqués d'ingénierie des énergies renouvelables qui fonctionnaient complètement hors réseau. Les machines perdues d'Hérodote. Nous retournons maintenant sur les sables de Gizeh pour affronter l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire. L'historien grec Hérodote, écrivant vers 450 avant notre ère. J.J. nous a laissé un indice alléchant sur la construction des pyramides que l'archéologie traditionnelle peine encore à expliquer. Il a décrit des machines formées de courtes planches de bois qui soulevaient les pierres d'un niveau à l'autre. Quels étaient ces mystérieux appareils? Sa description suggère des systèmes mécaniques sophistiqués plutôt que de simples rampes, une image d'ingénierie de précision qui ne correspond pas au récit conventionnel.
Bien sûr, nous devons aborder Hérodote avec prudence. Il écrivait 2 millénaires après l'achèvement des grandes pyramides, et il était connu pour mélanger des observations attentives avec des récits de seconde main. Pourtant, ces mots ont suscité des siècles de spéculation. Certains chercheurs ont proposé que la Grande Galerie, à l'intérieur de la Grande Pyramide, n'était pas simplement un passage, mais abritait un système de contrepoids élaboré conçu pour soulever des blocs massifs. Les dimensions précises de la galerie, son plafond en encorbellement inhabituel et une série de trous mystérieux auraient pu supporter un arrangement de poulies sophistiqué. D'autres pointent vers des artefacts énigmatiques trouvés dans toute l'Égypte, des objets en basalte rainuré que certains interprètent comme des poulies primitives et des fragments de cordes montrant des motifs d'usure compatibles avec des opérations de levage lourd. Il y a aussi les curieux obélisques inachevés qui montrent des preuves de préparation sophistiquée pour la coupe et le levage qui a été abandonné en cours de processus. Le manque de preuves physiques définitives a conduit beaucoup à rejeter complètement ces idées. Mais considérez ceci, si les Égyptiens ont utilisé des machines de levage sophistiquées, ils les auraient démantelées après achèvement, recyclant le bois et les composants métalliques précieux. Ce qu'Hérodote a peut-être enregistré, c'est l'écho d'une technologie perdue, filtrée par des générations de récits, mais préservant un noyau de vérité mécanique. La modélisation informatique récente suggère que la théorie de la rampe interne, où les blocs étaient soulevés à travers l'intérieur de la pyramide, aurait pu fonctionner avec les bons aides mécaniques. Peut-être qu'Hérodote ne décrivait pas une fantaisie, mais un chapitre oublié de l'histoire de l'ingénierie. Le feu qui a conquis les mers. L'Empire byzantin gardait un secret militaire si dévastateur que les ennemis l'appelaient le feu liquide du diable. Le feu grégeois était une arme incendiaire qui brûlait même sur l'eau, projetée par des siphons en bronze qui fonctionnaient comme d'anciens lance-flammes. La formule exacte est morte avec ses créateurs vers 1453 après Jésus-Christ, mais l'analyse chimique des résidus suggère qu'ils contenaient des distillats de pétrole, de la chaux vive et peut-être des composés de soufre ou de phosphore. Ce qui le rendait vraiment révolutionnaire, ce n'était pas seulement sa puissance destructrice, mais le système de projection sophistiqué qui le rendait possible. Les Byzantins ont développé des siphons à pompe manuelle qui pouvaient projeter des jets de liquide enflammé jusqu'à 15 mètres. Ce n'étaient pas de simples catapultes lançant des pots de feu. C'étaient des instruments de précision, avec des buses en bronze, des chambres pression et des mécanismes de pompage qui anticipaient la technologie des lance-flammes modernes de plus de 1000 ans. Mais le feu grégeois était plus qu'une arme. C'était une percée technologique dans les systèmes de pression hydraulique. Les mêmes principes qui ont rendu cette terrible arme possible ont influencé le développement des pompes à incendie, des systèmes de fontaines et des équipements de pulvérisation industriels. Les ingénieurs byzantins comprenaient la dynamique des fluides, les différentiels de pression et la chimie de la combustion à un niveau qui ne serait pas égalé en Europe pendant des siècles. L'impact psychologique était aussi important que la destruction physique. Les flottes ennemies se retiraient à la simple vue des navires incendiaires byzantins, sachant qu'elles faisaient face à une arme qui semblait défier l'ordre naturel en brûlant sur l'eau elle-même. La technologie était si étroitement gardée que ses opérateurs prêtaient des serments sacrés et le processus de fabrication était maintenu au sein d'une seule lignée familiale. Lorsque Constantinople est tombée en 1453, les derniers secrets du feu grégeois sont morts avec la ville. Malgré de nombreuses tentatives de rétro-ingénierie, personne n'a recréé de manière définitive la formule ou le système de projection d'origine. Il reste l'un des exemples les plus efficaces de guerre technologique
et de perte technologique de l'histoire. Les coupes impossibles. Préparez-vous à voir vos hypothèses sur l'artisanat ancien remises en question. On nous dit que les Égyptiens travaillaient le granit et la diorite, certaines des pierres les plus dures sur Terre, en utilisant des ciseaux en cuivre et du sable abrasif. L'explication traditionnelle repose sur une immense patience et un meulage progressif. Mais lorsque vous examinez attentivement les preuves, cette explication commence à se fissurer. Des chercheurs indépendants signalent des carottes de forage avec des rainures en spirale parfaites qui nécessiteraient des vitesses d'avance des centaines de fois plus rapides que celles atteintes par les forêts modernes à pointe de diamant. Ils mettent en évidence les boîtes du Sérapéum de Saqqara, usinées à plat avec des tolérances mesurées en millièmes de pouce, et des statues d'une précision géométrique qui défie les capacités modernes. L'explication conventionnelle devient encore plus fragile lorsque l'on considère l'échelle. Les anciens Égyptiens n'ont pas seulement taillé quelques objets de précision, ils les ont produits en masse. Des centaines de sarcophages en granit, des milliers de récipients de précision, d'innombrables statues aux proportions identiques. Cela suggère non seulement une compétence individuelle, mais des processus de fabrication systématiques. Certains ont proposé que les Égyptiens aient développé des techniques de durcissement du cuivre que nous avons oubliées, en utilisant l'écrouissage, l'alliage à l'arsenic et une trempe spécialisée pour créer des outils presque aussi durs que l'acier. D'autres suggèrent qu'ils maîtrisaient des composés abrasifs avancés, utilisant des pierres précieuses broyées ou des particules de céramique qui accéléraient considérablement les vitesses de coupe. Des expériences récentes de l'ingénieur Christopher Dunn suggèrent une autre possibilité, que les Égyptiens aient utilisé des techniques de forage par ultrasons, où des vibrations à haute fréquence réduisent la résistance à la coupe et permettent une pénétration rapide des matériaux durs. Il signale des motifs de coupe spécifiques et des marques de forage qui correspondent aux signatures de l'usinage par ultrasons. D'autres encore s'aventurent sur un terrain plus spéculatif, proposant des technologies acoustiques ou chimiques qui pourraient ramollir temporairement la pierre. Des textes anciens décrivent en effet divers composés adoucissant la pierre, bien qu'aucun n'ait été reproduit avec succès. Les sceptiques soutiennent qu'une compétence suprême, un temps illimité et des techniques connues expliquent adéquatement ces réalisations. Ils affirment que les affirmations de précision impossibles sont souvent exagérées et que nous sous-estimons ce que la détermination humaine peut accomplir. Mais pour ceux qui ont mesuré personnellement ces artefacts, touchant des surfaces qui semblent polies à la machine et examinant des marques de coupe qui suggèrent des outils électriques, l'explication conventionnelle semble inadéquate. Que ce soit par des techniques perdues, des outils oubliés ou des processus systématiques que nous ne comprenons pas entièrement, les anciens maîtres ont réalisé quelque chose qui continue de défier nos hypothèses sur la technologie primitive. Le système nerveux de la Terre. En nous éloignant des monuments individuels, nous rencontrons une théorie selon laquelle les sites anciens n'étaient pas des réalisations isolées, mais des nœuds dans un réseau énergétique mondial. Le concept de ligne Ley a commencé en 1921 lorsque l'archéologue amateur britannique Alfred Watkins a remarqué que de nombreux sites anciens pouvaient être reliés par des lignes remarquablement droites à travers le paysage. Watkins a initialement proposé qu'il s'agissait d'anciennes pistes, des routes pratiques pour les voyages et le commerce préhistorique. Mais son observation simple a été bientôt élargie par d'autres qui ont suggéré que ces lignes transportaient des énergies terrestres subtiles ou des courants telluriques. Dans cette optique,
des monuments comme Stonehenge et les pyramides ont été délibérément positionnés à des intersections où ces lignes d'énergie se croisaient, créant de puissants centres spirituels et cérémoniels. La théorie s'est développée pour englober une grille géométrique couvrant la planète entière, preuve, selon certains, d'une civilisation mondiale perdue avec une compréhension sophistiquée des propriétés énergétiques de la Terre. Les partisans soulignent le fait que de nombreux sites anciens s'alignent en effet sur de vastes distances, parfois sur des continents entiers. Ils notent également que la science moderne a découvert de véritables phénomènes électromagnétiques dans la croûte terrestre. Les courants telluriques, des courants électriques qui circulent naturellement dans le sol, existent et peuvent être mesurés. Certains chercheurs suggèrent que les peuples anciens étaient plus sensibles à ces champs d'énergie subtils et ont délibérément construit leurs monuments pour les exploiter ou les amplifier. La science traditionnelle reste profondément sceptique. Les géologues soulignent qu'avec des milliers de sites anciens dispersés sur les continents, trouver des alignements est statistiquement inévitable, une tendance à la recherche de motifs que les psychologues appellent l'apophénie. Il n'y a aucune preuve crédible que les cultures anciennes aient cartographié ou même perçu une telle grille. Pourtant, le concept persiste, parlant de quelque chose de plus profond que la simple reconnaissance de motifs. Des études récentes sur les schémas de migration des animaux montrent que de nombreuses espèces naviguent en utilisant les lignes du champ magnétique terrestre. Les humains anciens auraient-ils pu posséder des sensibilités similaires que nous avons perdues à notre ère électronique? Qu'elles soient réelles ou imaginaires, les lignes laies représentent la quête durable de l'humanité pour trouver des connexions plus profondes dans le paysage qui nous entoure. Elles suggèrent une vision du monde où la Terre elle-même est vivante, où les lieux ont un pouvoir et où nos ancêtres ont construit leurs monuments non seulement pour des raisons pratiques, mais pour participer à un système planétaire vivant. Le champ des pierres. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils soulevé des pierres vraiment colossales, comme les trilithes de 200 tonnes à Baalbek? Lorsque les explications conventionnelles impliquant des rampes et des poulies deviennent peu crédibles, des théories plus extraordinaires émergent. Entrer dans la lévitation acoustique. L'idée que les anciens pouvaient utiliser des fréquences sonores spécifiques pour neutraliser la gravité et faire flotter des pierres massives en position. Cela ressemble à de la pure fantaisie, mais la lévitation acoustique est une science authentique. Dans les laboratoires modernes, les chercheurs utilisent couramment de puissantes ondes sonores pour suspendre de petits objets dans les airs, les manipulant sans contact physique. La technique fonctionne en créant des motifs d'ondes stationnaires qui peuvent contrecarrer la force de gravité sur des matériaux légers. Cependant, l'application de ce phénomène à des mégalithes de plusieurs tonnes reste, avec les connaissances actuelles, physiquement impossible. Les besoins en énergie seraient astronomiques et aucune technologie acoustique connue ne pourrait générer les niveaux de puissance nécessaires pour faire léviter des pierres massives. Pourtant, des légendes de telles capacités persistent à travers les cultures avec une constance remarquable. Des historiens arabes médiévaux ont écrit que les bâtisseurs égyptiens utilisaient des champs spéciaux pour rendre les pierres en apesanteur. Les traditions tibétaines parlent de moines utilisant des cornes et des tambours disposés avec précision pour faire léviter des blocs de construction sur les flancs des montagnes. Des histoires similaires apparaissent dans les traditions celtiques, amérindiennes et sud-américaines. Les partisans soulignent les propriétés acoustiques inhabituelles trouvées dans de nombreux sites anciens. Des chambres qui amplifient et concentrent le son de manière inattendue.
la chambre du roi de la Grande Pyramide résonne à 440 Hz, la même fréquence que la note de musique La. Newgrange, en Irlande, amplifie les chuchotements à des niveaux audibles dans tous ses passages. Les cercles de pierre, comme Stonehenge, créent des phénomènes acoustiques complexes que les ingénieurs du son moderne peinent à reproduire. Certains chercheurs proposent que ces sites aient été conçus comme des machines à résonance, des outils pour manipuler l'énergie vibratoire de manière que nous ne comprenons pas encore. Ils suggèrent que les anciens bâtisseurs comprenaient des principes acoustiques qui leur permettaient de réduire le poids effectif des pierres par une pression sonore soutenue. La physique reste douteuse, mais la persistance de ces légendes à travers des cultures non connectées soulève des questions intrigantes. Ces histoires étaient-elles de pure mythologie ou de vagues souvenirs de technologies perdues fonctionnant selon des principes que nous ne comprenons pas encore? En l'absence de preuves, la lévitation acoustique reste dans le domaine de la spéculation. Un « et si » fascinant qui nous met au défi de considérer si nos ancêtres possédaient des connaissances qui transcendent la compréhension scientifique actuelle. La pile de Bagdad. Nous arrivons à notre mystère le plus intrigant, un appareil qui tient dans la paume de la main, mais qui pourrait réécrire notre chronologie du développement technologique. En 1938, des archéologues ont découvert un petit pot en argile près de Bagdad, en Irak. À l'intérieur se trouvait un cylindre de cuivre contenant une tige de fer, datant de la période Parthe, entre 250 avant. Jour après Jésus-Christ et 224 après, son utilité reste l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Mais examinez ses composants et une possibilité émerge. Remplissez le pot avec un liquide acide, vinaigre, jus d'agrumes ou boisson fermentée, et il devient une cellule galvanique produisant un courant électrique mesurable. Si cette interprétation est correcte, nos ancêtres ont découvert les principes électriques plus de 1800 ans avant les célèbres expériences d'Alessandro Volta. Mais à quoi leur servirait l'électricité? La théorie la plus plausible concerne la galvanoplastie, utiliser le courant pour déposer de fines couches d'or ou d'argent sur des objets, créant des finitions durables et magnifiques qui auraient semblé magiques aux observateurs de l'Antiquité. Des expériences récentes ont montré que des ensembles de ces appareils pourraient générer suffisamment de courant pour une galvanoplastie pratique. Les archéologues ont trouvé des bijoux Parthe avec un plaquage d'or incroyablement fin et uniforme qui serait difficile à obtenir par les techniques anciennes conventionnelles, mais qui correspond parfaitement aux finitions galvanoplastiques. D'autres proposent des applications médicales, des expériences précoces de stimulation électrique pour le soulagement de la douleur, similaires aux unités TENS modernes. Des textes anciens décrivent en effet diverses formes de thérapie électrique utilisant des étincelles divines et des éclairs guérisseurs, bien que cela puisse être des descriptions métaphoriques plutôt que littérales. Certains suggèrent que des utilisations religieuses ou de légères sensations électriques auraient pu être interprétées comme un contact divin lors de cérémonies. Les Parthes étaient sophistiqués dans leurs pratiques religieuses et la capacité de créer un éclair divin sur commande aurait été une preuve puissante de l'autorité sacerdotale. Mais voici ce qui rend ce mystère vraiment fascinant. Ce n'est pas une découverte isolée. Des objets similaires ont été découverts dans tout le Moyen-Orient antique, suggérant que ce n'était pas une expérience unique, mais une partie d'une tradition technologique plus large qui a été complètement perdue pour l'histoire. Les sceptiques soutiennent que l'appareil était simplement un récipient de stockage pour des parchemins et que sa ressemblance avec une pile est une pure coïncidence. Ils soulignent que si les anciens avaient l'électricité,
nous devrions trouver des preuves de son utilisation ailleurs. Systèmes électriques, éclairage, machines motorisées. Mais cela suppose que la technologie électrique ancienne ressemblerait à la nôtre. Peut-être ont-ils découvert des phénomènes électriques limités et les ont-ils utilisés à des fins spécifiques que nous n'avons pas envisagées. Peut-être que la connaissance était limitée à des artisans ou des ordres religieux particuliers et est morte avec eux. Sans instructions écrites ni contexte définitif, nous ne pouvons être certains de son véritable objectif. Mais ce petit pot représente quelque chose de profond, la preuve que ce que nous pensons savoir sur le passé est constamment remis en question. Il nous rappelle que l'innovation et la curiosité sont des traits humains intemporels et que nos ancêtres ont peut-être exploré des domaines de connaissances que nous avons entièrement oubliés.